Gilles, en fait, dans les discussions qu'on a eues au préalable, moi, il y avait deux questions que je voulais te poser, c'est-à-dire la fondation Schneider Electric existe depuis 20 ans. Donc, elle a été créée sur cette notion d'engagement des salariés, d'engagement sur un certain nombre de causes. Quelles évolutions ont été faites et qu'est-ce que ça veut dire au bout de 20 ans d'avoir ce type d'engagement? Et d'autre part, tu me parlais du fait que aujourd'hui, vous essayez de développer des modèles hybrides d'engagement. Et dès que, après t'avoir passé la parole, j'aurai peut-être une question avant de passer la parole à la salle. Merci Jérôme. Alors, quand on est à la fin d'une table ronde, on est aussi rempli des propos de ceux qui étaient avant et qu'on a entendus. Et au fond, je voudrais quand même dire un truc que Jérôme a dit qui me paraît assez important. Quand on est sur un sujet comme ça, on a l'impression que il y avait des grands icebergs qui n'avaient jamais bougé depuis très longtemps et que tout à coup, on voit qu'ils sont en mouvement et qu'ils bougent. Nos organisations n'étaient pas stables depuis 3 siècles jusqu'à il y a 20 ans et commencent à bouger depuis 20 ans. Tu as raison de dire, Schneider, c'est une boîte qui faisait de l'acier, puis après qui a fait autre chose, puis un jour qui a trouvé l'électricité, et puis qui a abandonné plein de métiers pour faire de l'électricité. Et ce faisant, c'est des hommes, c'est des métiers, c'est une réalité différente. Toutes nos organisations changent. Alors j'ai un avantage et un inconvénient, les deux en même temps. C'est-à-dire je suis chez Schneider depuis 20 ans et depuis 20 ans, avec l'équipe, on pilote et l'engagement via une fondation qui fête donc cet anniversaire et l'engagement dans le développement durable. Quand je regarde les deux propos, les deux premiers propos, celui de Charlotte et de Jean, c'est vrai que ça m'amène deux types de réactions. Quand on parle d'engagement aujourd'hui, je pense plutôt à ce qu'a dit Jean. Je ne crois pas que l'idée, c'est du passé faire table rase et qu'on invente de nouveaux engagements pour, comme sur un tableau blanc, jeter ce que ce mot veut dire dans la tête de beaucoup de gens, que ce soit de l'engagement militaire, personnel, religieux, ou ce que l'on veut. On a juste un ajout complémentaire qui est plus mis en valeur aujourd'hui, mais qui vit de ce terreau-là et sur ce terreau-là, avec les difficultés de toutes les évolutions. Et c'est vrai que la discussion qu'on a eue en aparté avec Charlotte au début, c'est de se dire que on a cette question dans notre société, comme le Japon un peu avant, du vieillissement. On parlait du millénios parce que de fait, ils l'ont rappelé, j'ai publié un bouquin hier qui s'appelle Le printemps des millennials, dans lequel, merci Francis, non mais dans lequel je dis, attention, ce vieillissement se vit au milieu d'une réalité qui n'est jamais arrivée sur la planète. Il y a 1 milliard d'adolescents sur la planète aujourd'hui. Tout le monde sait que la croissance de la population n'est pas tangentielle, mais exponentielle. Et donc, la grande croissance de la population à moins de 20 ans, vous avez des pays comme le Niger, dont la moyenne d'âge est de 15 ans. La moyenne, hein. Et ça veut dire que c'est vrai que c'est intéressant de parler du vieillissement de notre société, mais il faut le mettre avec d'autres sujets pour réfléchir en cohérence, y compris la question des déséquilibres, y compris de la richesse, de la pauvreté, des migrations, etc. Ce vieillissement de ce tout petit partie du monde où il y a 1% des habitants du monde si on regarde la France et 10%, non même pas si on regarde l'Europe, non pas 10%, se vit dans un monde d'1 milliard de personnes qui sont adolescentes aujourd'hui, 1 autre milliard et même plus qui sont encore plus jeunes, et qu'on ne peut pas déconnecter tous ces sujets pour en prendre un par un, essayer de les traiter un par un, et qu'il nous faut avoir une vision globale, et que c'est probablement dans ces 20 dernières années une capacité nouvelle du monde de l'entreprise, c'est peut-être ça dont je veux dire 2 mots, qui a beaucoup changé. Nos boîtes étaient déjà internationales il y a 20 ans, elles sont devenues profondément mondiales. Alors, je n'ai pas envie de dire qu'il y a des citoyennetés d'entreprise comme il y a des citoyennetés dans sa collectivité ou dans son État, etc. Il n'empêche que dans ces grands bateaux qui essayent de créer de la cohérence, du sens, de l'engagement, tel que Schneider essaye de le faire et beaucoup d'autres, eh bien, il y a une communauté de destin d'environ 200 000 personnes
avec parfois de fait des déchirures, avec parfois des blessures, des moments durs, mais il y en a aussi dans la cité, il y en a aussi dans l'État. Et il y a là quelque chose de nouveau sur lequel se pose ça. Au fond, il me semble que le mot d'innovation est assez clé au milieu de cette logique de fondation et d'engagement, parce que l'innovation, c'est la vie. Et la pire des choses qui pourrait arriver à nos démarches qui portent l'engagement des entreprises, c'est de croire qu'elles ont trouvé le bon tempo, la bonne note et qu'elles font un truc fabuleux et qu'il faut garder ça pendant longtemps. L'innovation, c'est la vie. C'est vrai dans nos vies, c'est vrai dans nos entreprises, ça doit être vrai dans l'engagement. Et donc, la première chose qui me paraît clé est là. La deuxième chose, c'est que dans la mondialisation que vivent nos entreprises, il se passe des choses dans les pays anglo-saxons, probablement un peu avant que dans les pays comme le nôtre, qui conduit à une assez grande hybridation. Ce n'est pas la seule raison, mais une assez grande hybridation de toutes les structures. Au fond, le monde, il y a 20 ans ou encore avant, était très très simple. Il y avait d'un côté l'endroit où on travaillait, d'un autre côté l'endroit où on habitait, nos amis qui étaient par ailleurs, et puis d'autres endroits où on faisait notre engagement associatif pour ceux qui voulaient en avoir un. Et il y avait, en tous les cas dans notre pays, des épais murs entre tout ça pour que tout ne soit pas mis dans le même sac, quoi. Et ben aujourd'hui, on est dans une immense hybridation, et au fond, ce petit logo des objectifs du développement durable, je trouve, avec une accélération assez impressionnante, il contribue assez fortement. Parce qu'au fond, c'est quoi ces objectifs du développement durable? C'est probablement la première fois que les États, les ONG, les entreprises utilisent la même grammaire pour parler des actions qu'ils mènent. Jusqu'à maintenant, il y avait des outils pour mesurer les entreprises, leur engagement, leur réalité, d'autres pour les États, d'autres pour les associations. Avec ces objectifs du développement durable, on invente une grammaire commune. Est-ce que 17, c'est les 17 bons? Est-ce qu'il manque un 18e, un 19e? Ça, on pourra passer toute la semaine pour le dire. Mais partons de ces 17-là. Honnêtement, si en 2030, on a résolu ces 17 questions, je crois qu'on aura fait un bon boulot tous ensemble et avec tous les autres. Cette grammaire commune amène une hybridation un peu générale. J'avais un autre débat parce que au début de la création de la Fondation Schneider Electric, on a eu un débat avec Jean-Baptiste de Foucault. Et c'était une table ronde, je ne sais plus très bien où et comment, mais en tous les cas, j'expliquais comment Schneider Electric crée une fondation pour l'insertion des jeunes, et on était en relation avec plein de tissus associatifs, c'était très bien, etc. Et Jean-Baptiste a un peu toisé ce jeune directeur d'une fondation en lui disant « Oui, au fond, c'est très simple, vos entreprises n'ont pas de sens, elles recherchent le sens ailleurs. » C'était un peu moins caricatural, mais probablement que l'idée était là, avec un peu de diplomatie. Je trouve ça assez intéressant parce que ça n'était pas forcément faux. D'abord parce que c'est Jean-Baptiste qui le disait, et deuxièmement parce que c'était il y a 20 ans. Et c'est là qu'on peut voir ensemble tout le chemin parcouru. Parce qu'aujourd'hui, il est question aussi de trouver du sens dans nos organisations et dans nos entreprises. Et que la relation qui se passe entre des tissus associatifs et des entreprises n'est pas la relation entre quelqu'un qui n'aurait pas de sens et qui va voler sous prétexte de donner un peu d'argent le sens d'un autre pour se l'attirer ou avoir du sens par procuration, ou etc. C'est bien le partage d'une innovation en commun. Alors s'il faut être dans le concret, nous on avait créé une fondation, elle fonctionne bien, etc. Et en fait on s'aperçoit 20 ans après que pour accompagner cette hybridation de l'entreprise qui recherche son sens, on s'est posé, et on se pose toujours cette question, on était chez Pro Bono Lab il n'y a pas longtemps, pour savoir au fond, j'ai un peu l'impression qu'on est passé de la position de la cerise sur le gâteau à la position du levain dans la pâte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a à chaque fois les détracteurs. Vous avez une fondation hyper active dans une entreprise, elle a la position de la cerise sur le gâteau, et vous avez plein de gens pour dire oui, bon, enfin, vous faites ça pour vous faire plaisir, vous faites ça, c'est votre petite charité à vous après, ça ne change rien à l'entreprise, c'est pour faire beau, c'est pour la brochure, c'est pour tout ce qu'on veut, etc. Ça peut être très décrié. Et puis, la position du levain dans la pâte est aussi très décriée.
oui, mais vous êtes en train de tout confondre. La philanthropie, c'est la philanthropie. L'engagement, vous le mettez au cœur de l'entreprise. Vous mélangez tout. Vous formez des jeunes de la base de la pyramide à devenir des électriciens, mais au fond, vous ne vous intéressez qu'à vous. C'est pour avoir vos propres clients, etc. C'est très intéressant comment, dans ces deux positions-là, on peut trouver matière à critiquer, mais comment il me semble qu'il y a un chemin qui conduit à dire aux entreprises qu'elles recherchent leur sens, que les fondations qu'on a créées il y a un certain temps ont beaucoup contribué à cette démarche. Il y a aujourd'hui chez Schneider Electric 2 nouvelles avenues stratégiques dans le plan stratégique de Schneider. L'une sur l'accès à l'énergie dans le monde, en particulier pour les 2 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Cette logique-là ne serait pas née sans cet engagement philanthropique de l'entreprise accompagné par... et qui accompagne l'engagement des salariés eux-mêmes innovants et qui apportent ces idées. Ça devient aujourd'hui une des lignes directrices. Il y en a 5 chez Schneider Electric. Voilà. Et puis dans celle-là, d'autres collaborateurs engagés ont dit oui, mais en Europe, il y a 10% des gens qui sont en précarité énergétique. Ce n'est pas la même question que le manque d'accès à l'énergie, mais là aussi, c'est un champ social dans lequel on peut mêler des innovations d'offres, spécifiquement pour ces sujets, et il faut les faire. Des engagements de personnes, singulièrement pour accompagner des personnes en précarité énergétique pour qu'ils bougent, pour qu'ils comprennent mieux le sujet. On l'a beaucoup fait avec Unicité, quand on est en France. Et puis, en même temps, de l'investissement, etc. Et donc, pour être un peu global, cette fondation, aujourd'hui, je finis, c'est le bateau amiral d'un certain nombre de mobilisations dans lequel il y a un fonds solidaire, dans lequel des collaborateurs qui veulent s'engager par leur porte-monnaie peuvent le faire et ça n'est pas à déprécier, dans lequel il y a une ONG de fait qui s'appelait Schneider Electric Teacher. L'an dernier, 1000 salariés ont donné à peu près 7 jours pour enseigner dans le cadre du programme 1 million de personnes formées dont je vous ai parlé. Bon, ben, c'est une manière de s'engager, mais maintenant on va plus loin, ça s'appelle volontaring, et on fait ce lien entre tous les engagements, etc. C'est une ONG maison. Il y a cette ONG portée avec les 650 entreprises, dont quelques-unes qui sont ici pour l'insertion des jeunes. Je crois qu'il nous faut nous doter de ces structures associatives, administratives, fonds d'investissement, etc., qui sont autant de témoins de l'évolution de notre action. Et puis il faut prendre dans l'innovation et l'engagement une démarche plus circulaire que linéaire. Ce n'est pas l'engagement vers l'innovation ou l'innovation vers l'engagement. C'est comment l'un et l'autre se fertilisent pour, au fond, 2 mots qui me paraissent importants aujourd'hui. Pour les individus qui chacun essaye de vivre en unité son engagement, sa vie, sa joie, son plaisir, et donner du sens à sa vie. Et pour les entreprises, je pense que les 2 mots qui me paraissent importants pour ce qu'on va faire dans les années qui viennent, c'est le mot émancipation et le mot prospérité. J'aime bien le mot prospérité parce qu'il a tout de suite une dimension collective. Et qu'il faut, au fond, il ne faut quand même pas oublier que nos entreprises, elles ont un objectif. Quand on met plutôt créer de la prospérité plutôt que de la valeur, on est vite dans un champ collectif qui est assez regroupant de tous ces enjeux. Et puis émancipation, parce qu'à mon avis, c'est le mot qui dépasse et qui va plus loin pour les individus et pour les structures. Par exemple, ce qui pouvait être une politique diversité ou une politique, telle ou telle politique d'équité, etc. Il me semble que chacun cherche bien à aller vers son émancipation, sortir de ses contraintes pour être lui-même, pleinement lui-même, et que dans le pleinement lui-même, il y a notre dimension d'engagement, et qu'on a aujourd'hui un petit peu un bout de cohérence. Alors ça fait un peu bisounours et ça n'enlève pas du tout qu'il y a beaucoup de situations difficiles, de gens qui ne se retrouvent pas dans ce lieu-là, ou les difficultés de la vie économique, ou etc. Je n'enlève pas ça, je donne des tendances. Mais il me semble que ça ne serait plus aujourd'hui des gros mots partagés entre des responsables d'entreprise, des responsables d'ONG, des responsables d'acteurs publics, avec cette grammaire des ODD, de tous courir ensemble vers l'émancipation de chacun et de rechercher une prospérité collective. Les mots disent aussi un petit peu les trajectoires dans lesquelles on est et sont un peu témoins du moment où on est. Et il me semble que ces 2-là sont assez cohérents avec la démarche qu'on est en train de vivre. Merci Gilles.